Chères sénatrices, chers sénateurs, chers députés, chers anciens députés, chers collègues, messieurs, mesdames, l'expérimentation animale est vraisemblablement le sujet le plus complexe parmi toutes les polémiques de souffrance animale. Je vais essayer de vous expliquer en 10 minutes ce qui m'a pris 40 ans à comprendre, et le tout avec mon accent belge. Donc, très brièvement, je vais passer à l'aspect historique, l'aspect réglementaire, l'aspect scientifique. Donc, quelque chose de très important par rapport à l'histoire, c'est la contribution de Claude Bernard, le fondateur de la médecine expérimentale, qui a vraiment arrivé à faire que le modèle animal aujourd'hui est considéré comme le paradigme de la recherche biomédicale. Et non seulement un paradigme, mais c'est devenu carrément un dogme. L'aspect réglementaire, pour la plupart de la réglementation, les tests requises, exigés par la réglementation, par exemple dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique, il faut passer par les tests sur les animaux avant d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Et donc la directive et les réglementations qui exigent toujours les tests sur les animaux, si vous creusez un tout petit peu dans l'histoire et dans la réglementation, vous allez arriver sur le procès des médecins de Nuremberg de 1946-47. Et donc nous sommes toujours bloqués aujourd'hui par les exigences basées sur ce procès de Nuremberg, qui exige de passer par les animaux, les tests sur les animaux, avant de passer chez l'homme. Je vous donne un exemple tout simplement. Le bisphénol A est-il dangereux pour la santé humaine? Si vous vous basez sur le Raspragdolé, non. Si vous vous basez sur la souris CF1, oui. Ce qui est étonnant, c'est que les autorités, les agences de réglementation font confiance à l'industrie de choisir la souche ou l'espèce d'animal la plus propice pour mettre leurs produits sur le marché. Et donc, ce n'est pas par hasard que l'industrie a choisi le Raspragdolé pour obtenir une autorisation de mise sur le marché du bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, puisque cet animal est vraisemblablement l'animal de laboratoire le plus résistant aux effets hormonaux du bisphénol A. Alors, quel est l'impact de tests sur animaux sur la vie quotidienne? Eh bien, si vous étudiez les valeurs sanitaires de référence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc l'ANSES, vous trouverez des descriptions des diverses valeurs de référence élaborées à l'ANSES. Et donc les valeurs toxicologiques de référence qui comprennent les doses journalières admissibles, les doses journalières tolérables, etc. Si vous creusez un tout petit peu, vous allez découvrir que c'est largement basé sur des données issues sur des animaux, des tests sur animaux, très souvent les rats. Nous ne sommes pas des rats de 70 kilos. Donc, il est très simple, un principe qui peut nous guider, c'est qu'aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre espèce. Je pense que ça devrait être une évidence. Au niveau de processus conservés, donc des processus basiques, une molécule d'eau va réagir dans votre corps de façon semblable à une molécule d'eau dans mon corps. Ok, on est d'accord. Mais aussitôt que vous montez de complexité, donc que vous allez de niveau à niveau, les gènes, la complexité des gènes, le système immunitaire, etc., là, on est complètement dans le flou. Là, aucune espèce ne peut prédire l'effet d'une perturbation sur une autre espèce. Et donc, il faut comprendre la différence entre un système complexe et un système compliqué. Une montre suisse est un système compliqué, mais pas complexe, parce qu'on peut prédire qu'en 20 ans, elle sera toujours à l'heure. Tandis qu'un système complexe, on ne peut pas prédire d'un moment à l'autre
qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la différence. Je vous donne un exemple concret. Si nous prenons le Botox, qui contient la toxine botulique, la substance la plus toxique connue à la science, eh bien, les industriels et les chercheurs nous ont dit pendant des années qu'on ne pouvait jamais remplacer les tests sur les souris pour, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, puisque cette substance est tellement toxique. Pour vous donner une idée, un petit flacon de Botox qu'on va utiliser dans une clinique de cosmétologie, ça va tuer 500 souris pour enlever nos rides. Alors, grâce à une campagne aux États-Unis, on a réussi de convaincre le fabricant de Botox de mettre la main dans la poche et de développer une méthode substitutive qui se base sur des cellules humaines neuronales en culture à la place des milliers et des milliers de souris. Pourquoi j'utilise cet exemple? Parce que c'est l'opinion publique qui fait changer les choses. C'est l'opinion publique. Et là, si on a les moyens aujourd'hui, si nous possédons la technologie pour remplacer les tests sur des animaux pour la substance la plus toxique connue à la science, je pense qu'on peut également trouver des remplacements pour les tests sur les animaux pour les substances beaucoup moins toxiques, par exemple les produits pharmaceutiques. Alors, l'autre, donc j'ai parlé beaucoup de réglementation, de tests de toxicité dans la réglementation. L'autre aspect principal, c'est la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est la curiosité scientifique. En tant que scientifique, vous n'allez pas toucher de subventions si vous ne pouvez pas donner une application ou démontrer une application éventuelle de votre recherche sur les animaux. Et donc, très souvent, les chercheurs, ce qu'ils vont faire, ils vont pratiquer la recherche fondamentale déguisée en recherche appliquée afin d'obtenir des subventions. Alors, quelle est l'efficacité de la recherche fondamentale? Eh bien, il existe très peu d'études de revues de synthèse à ce sujet, mais il y a une très très bonne étude publiée en 2003 qui démontre que sur 25 000 articles prétendant d'avoir une application clinique, et je ne dis pas que tous les 25 000 se basent sur l'expérimentation animale, mais une grande partie oui, eh bien le taux de réussite après 20 ans d'attente, parce que les chercheurs vont toujours nous dire qu'une idée issue de recherche fondamentale a besoin de 20 ans, 25 ans pour mûrir, pour arriver à la clinique. Et donc les chercheurs dans cet exemple ont entendu 20-25 ans, et le taux de réussite est de 0,004%. Alors je pense qu'en tant que contribuables, d'abord nous devons être au courant de ces chiffres, et puis c'est la société qui devrait décider, est-ce qu'on veut subventionner ce genre de recherche avec un taux d'efficacité si pathétique. Donc, concrètement, comment faire évoluer la médecine? Eh bien, si on parle de l'organisme humain, il faut se focaliser sur l'être humain, sur notre santé, des données humaines, la biosurveillance. Il est triste que, par exemple, si nous prenons l'exemple du glyphosate ou du bisphénol A, donc des substances chimiques, après l'autorisation de mise sur le marché grâce aux tests sur les animaux, il n'y a quasiment aucun suivi par rapport à la santé humaine. Et donc, il faut attendre 30 ans, 40 ans pour que des pathologies se présentent chez l'être humain. À ce moment-là, on va interpeller les agences de sécurité sanitaire qui, entre elles-mêmes, se bagarrent. Est-ce que les données issues des rats sont plus pertinentes que les données issues des souris? Alors, si on arrive au tribunal, le juge va dire « mais apportez-moi des données humaines ». Monsieur le juge, on a très très peu de données humaines parce qu'on a ignoré de récolter des données humaines pendant des décennies. On s'est fié aux données issues des tests sur les animaux pendant 30 ans, 40 ans. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous sommes tous cobayes, donc nous sommes tous bourrés de substances chimiques qui ont bien obtenu leur autorisation de mise sur le marché grâce aux tests sur les animaux. Ça veut dire qu'on peut obtenir des tonnes d'informations et de données pertinentes à notre santé grâce aux échantillons
urinaires, sanguins, etc., etc. On n'a vraiment pas besoin d'utiliser des animaux. Et donc, comment faire évoluer les choses? Eh bien, je dirais, très sincèrement, il faut que le grand public et les élus soient de plus en plus informés à ce sujet. Et donc, par exemple, une commission d'enquête parlementaire, pas sur la souffrance animale, qui est une évidence, mais sur la validité du modèle animal. Ce n'est pas pareil. La validité du modèle animal qui n'a jamais été mise en cause. J'étais pendant des années membre des comités d'éthique. Et ma mission était de respecter les 3 R, dont raffinement, remplacement, réduction. Je n'avais pas le droit de mettre en question la pertinence du modèle animal, du rat ou de la souris. Ça, c'était en dehors du cadre de ma mission. Ce qui est hallucinant, mais je peux vous le dire puisque j'étais pendant 13 ans membre de plusieurs comités d'éthique. Merci à vous.